Assemblée nationale. Le jeudi 1er octobre 2015 s'est tenue la session solennelle d'ouverture de la seconde session ordinaire de l'année 2015 du Parlement où le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a tenu un discours. Les travaux de cette séance ont vu la participation des élus nationaux, des membres du gouvernement, des représentants diplomatiques et des agences onusciennes, mais aussi des officiers militaires, des préfets et pour la première fois des autorités coutumières du pays. Nous vous transmettons le discours du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Donc sur ce, j'invite le Premier ministre à prononcer les discours. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants du corps constitué civil et militaire et religieux, Mesdames et Messieurs, avant de commencer mon discours, je voudrais ici faire un petit communiqué sur ce qui s'est passé hier à la tombée de la nuit sur la route de Randa-Balhou. Des actions criminelles commanditées par le dictateur érythréen ont été perpétrées par des mercenaires à sa dévotion qui ont brûlé une ambulance en mission de secours pour Dora, ainsi que de véhicules appartenant à la société qui construit la route Tadjoura-Balhou. Le gouvernement a rapidement réagi en mettant en place de nouvelles ambulances et ainsi que les travaux de la route ont repris tôt ce matin à 4 heures du matin. Ces actes lâches ne pourront entamer notre détermination à aller de l'avant pour moderniser nos infrastructures pour le bien du peuple djiboutien. Le gouvernement dénonce avec vigueur ce lâche attentat qui ne restera pas impuni et appelle la communauté internationale à accentuer les sanctions contre le dictateur érythréen et le contraindre à libérer une partie du territoire national dans l'extrême nord du pays. Sur ce, je vais maintenant faire mon discours. Je suis très heureux de retrouver tous les députés de la majorité comme celle de l'opposition pour débattre de la politique budgétaire de 2016 du gouvernement. Vous savez que dans un contexte international de croissance encore morose, puisque l'année 2015 a été globalement moins bonne que 2014, et que nous devons poursuivre notre croissance. La conception du budget 2016, qui vous sera présentée en détail par le ministre en charge, s'inscrit cependant avec une perspective de raffermissement de la croissance mondiale pour 2016, malgré des ralentissements dans les pays émergents. Je vous annonce que tout le long de cette session, l'ensemble des membres du gouvernement pourront vous présenter toutes les particularités de ce budget. Mais d'ores et déjà, je vais vous en exposer les grandes lignes en commençant par le contexte national. À Djibouti, le taux d'inflation est de 3,5% en 2015, devrait se stabiliser au même niveau l'année prochaine grâce à la hausse du dollar conjuguée à la baisse des prix des hydrocarbures
et à la stabilité des prix des produits alimentaires pour lesquels le gouvernement poursuivra sa politique de contrôle. La croissance est de 6,5% en 2015 et est estimée à 7% en 2016, alors que, je le rappelle, le FMI estime la croissance mondiale en 2016 à 4,7%. En effet, les grands projets d'investissement que le gouvernement a lancés dans le secteur des transports portuaires, aéroportuaires, routiers et ferroviaires, la construction de nouvelles zones franches, l'adduction et la production d'eau potable, l'assainissement, la production d'électricité, la construction de logements et des grands malls commerciaux d'infrastructures scolaires et universitaires et qui sont faits avec nos partenaires soutiendront fortement notre croissance en 2016 et au-delà. Tous ces projets d'investissement répondent à une stratégie de développement orientée vers la modernisation et la transformation de l'ensemble du pays en plaque tournante, en carrefour économique et en hub commercial pour l'Afrique de l'Est. Notre stabilité politique et économique et monétaire et financière sont les premiers piliers de cette stratégie. C'est dans ce contexte que la politique économique saine menée par le gouvernement doit se poursuivre et s'améliorer en 2016. Le maintien des grands équilibres macroéconomiques recommandés par les institutions de Bretton Woods sera la ligne de conduite de l'exécution de ce budget. Le resserrement de la politique budgétaire sera donc poursuivi et la coordination au niveau technique sera renforcée. En 2016, la politique fiscale appuiera donc la volonté gouvernementale de développer les capacités du tissu économique. Cet objectif s'inscrit dans la stratégie de développement pour l'emploi intitulée SCAP, qui s'articule autour de 4 axes: la croissance économique et la compétitivité et le rôle moteur du secteur privé. Secondo, le développement du capital humain, la gouvernance et le renforcement des capacités, ainsi que les pôles de développement durable dans les différentes régions du pays. Le gouvernement entend donc maintenir une pression fiscale stabilisée tout en modernisant le système fiscal conformément aux recommandations des assises de la fiscalité. La marche vers l'intégration future au sein de l'Union économique et douanière de la COMESA se poursuivra. Il est ainsi prévu pour 2016 que les améliorations des résultats en recettes budgétaires proviendront des tendances haussières des recettes propres. Le budget est donc établi sur la stabilisation des impôts directs et la poursuite des efforts de l'administration des douanes. La stabilisation des impôts directs sera accompagnée de l'amélioration des performances des impôts fonciers grâce à l'actualisation des données, des contrôles et de l'amélioration pour le recouvrement des impôts sur les sociétés et ceux des domaines. Les efforts de l'administration des douanes seront suivis des performances en matière de la TIC et de la TVA, mais aussi de l'impact attendu des retombées au niveau des projets de coopération des pays qui nous auront aidés. De ce fait, les recettes intérieures seront suffisantes pour financer les ressources nécessaires de la politique gouvernementale et de développement durable. Celle-ci s'articulera autour des axes suivants: développer des bases productives solides et diversifiées, générer des emplois et des revenus, réduire les inégalités sociales et spatiales, garantir l'accès de tous aux services de base, préserver les équilibres environnementaux à long terme. Tous ces efforts ne pourront être atteints que dans le cadre des finances publiques assainies qui conjuguent l'efficience du recouvrement des recettes et la rationalité des dépenses. Ainsi, la politique de bonne gestion budgétaire sera strictement poursuivie. Le poids de la masse salariale sera maintenu dans le budget 2016. Les créations de nouveaux postes budgétaires seront réservées aux secteurs sociaux. Ceci permettra d'envisager
la réouverture des avancements gelés depuis 2012. En ce qui concerne les moyens matériels, à l'exception du secteur social, les crédits nominaux accordés en 2015 seront reconduits en 2016. Les mesures relatives aux achats groupés accompagnés d'appels d'offres seront privilégiées. Les départements ministériels devront contenir leur engagement afin de dégager des possibilités financières pour l'entretien et la réhabilitation des bâtiments publics. Cet assainissement des finances publiques qui permettra d'éviter des arriérés intérieurs et extérieurs, l'accroissement de l'encours du Trésor auprès de la Banque centrale sera obtenu par la poursuite de la réforme engagée auprès des services budgétaires. Cette réforme des services fiscaux s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration et des établissements publics, qui est un grand chantier déjà engagé et que je vais suivre personnellement. Elle introduira une meilleure productivité de tous les services de l'État, une plus grande transparence pour les administrés et pour les personnels de l'administration et une participation accrue et motivée des fonctionnaires. Je rappelle que notre administration est un outil essentiel de l'application de la politique gouvernementale. Aussi, à ce titre, il est normal que nos fonctionnaires sachent qu'ils seront récompensés ou sanctionnés selon leurs mérites parce qu'ils savent qu'ils doivent assumer un service public à la disposition de l'ensemble des populations. Mesdames et Messieurs les députés, toutes les réformes politiques, économiques et sociales du pays sont voulues par le chef de l'État pour le bien-être du peuple djiboutien. Aussi, cette transformation et cette modernisation sur tous les plans de notre société n'a qu'un seul objectif pour le président de la République, celui de construire une société plus juste et plus solidaire. L'élimination de la pauvreté en est pour lui le premier objectif à atteindre. Mais là aussi, il veut aller encore plus loin et plus vite. Plus vite et plus loin signifie concrètement que le gouvernement veut améliorer directement la situation des plus pauvres. Ce qu'on qualifie être sous le seuil de la pauvreté, ceux à qui il n'est pas possible d'offrir aujourd'hui un emploi dans le cadre du développement économique et technologique engagé. Que ceux qui n'ont pas encore la capacité de profiter de cette croissance et des investissements importants qui ont été faits sachent que pour eux aussi, il y a une perspective d'amélioration des progrès économiques et sociaux. 4 actions importantes qui touchent ces populations les plus vulnérables ont été lancées. Le recensement de ces familles a été fait dans tous les pays, aussi bien dans les sous-préfectures les plus reculées et dans toutes les régions que dans la commune de Balbala et de Boulaous. Le premier projet est le Programme national de solidarité famille, qui est un programme de transfert monétaire pour améliorer les conditions de vie des populations extrêmement pauvres et que sur instruction du chef de l'État, j'ai personnellement coordonné. 16 345 ménages en situation de pauvreté extrême sont identifiés par la Direction des statistiques et dans tous les pays. Tous les 16 345 ménages bénéficieront des mêmes avantages. Il s'agit de fournir à ces ménages, en plus de la distribution d'aide alimentaire, un don monétaire de 18 000 francs Djibouti par trimestre et pendant une année. Tous ceux qui ont été identifiés seront progressivement concernés par ce programme. Les premiers seront ceux de localités et sous-préfectures qui ne bénéficient d'aucun projet de soutien ou de lutte contre la pauvreté. Ce programme est totalement financé par le programme d'investissement national. Mais avec ce soutien financier, il s'agit aussi d'insérer ces ménages dans la vie économique et sociale du pays, c'est-à-dire d'encourager les parents à faire suivre régulièrement leurs enfants leur scolarité, à ne pas retenir les jeunes filles dans le milieu rural
et à leur donner une chance de s'éduquer et de trouver du travail. C'est aussi de faire vacciner régulièrement leurs enfants de moins de 5 ans, comme cela est fait pour tous et pour tous les autres enfants du pays. Il s'agit également de protéger les femmes enceintes et allaitantes. Enfin, ce projet permettra d'accompagner ces familles dans la recherche d'un emploi ou d'activités qui leur permettraient de générer des petits revenus. Les personnes de référence de la famille pour recevoir ces dons sera la mère des familles. Le rôle des femmes dans le développement est reconnu mondialement. Son rôle dans la famille est essentiel pour l'ensemble de la famille. Aussi, ce programme s'articule avec tous les départements concernés pour en suivre les retombées sur le plan de la santé, l'éducation et d'emploi. Mais comme toujours, la participation la plus large possible de tous les acteurs de la société civile, des élus locaux et régionaux et des responsables administratifs est recherchée pour sa mise en œuvre sous la responsabilité du secrétariat d'État à la solidarité. L'objectif de faire sortir ces familles du seuil de pauvreté extrême que les institutions internationales ont fixé. Le gouvernement veut, à terme, par la répétition d'un tel programme, supprimer la pauvreté extrême à Djibouti et pour tous les Djiboutiens. La seconde action est très importante que le gouvernement a lancée en faveur des plus pauvres concerne l'habitat. Vous savez que le gouvernement va lancer des programmes de construction de logements sociaux de très grande ampleur à Balbala notamment. Près de 5000 logements sont d'ores et déjà programmés et dans ce domaine également, le chef de l'État veut toucher les plus pauvres, ceux qui ne peuvent même pas accéder à ces logements sociaux. Il a donc décidé de faire financer l'aménagement des parcelles où les attributeurs pourront construire sur une zone assainie et viabilisée. Donc, le projet prévoit de préparer des parcelles viabilisées, organisées sur le plan urbaniste, avec des voiries en assainissement, l'adduction d'eau et d'électricité, pour que cette population la plus pauvre puisse vivre dans des conditions sanitaires décentes. 2000 parcelles sont en voie d'achèvement. 300 vont déjà faire l'objet d'un projet de soutien à l'autoconstruction. Ici aussi, l'accompagnement sera fait auprès des personnes qui auront été sélectionnées en premier. Ici aussi, ce programme ne s'arrêtera pas aux 300 ni aux 2000 premières parcelles. Le gouvernement mettra les moyens pour poursuivre cette opération qui a été initiée par le président de la République. De nouvelles tranches de 2000 parcelles seront aménagées. L'objectif est d'assainir et d'urbaniser Balbala en supprimant l'habitat précaire et mal contrôlé. Après le relèvement des revenus de ceux qui sont en dessus du seuil de la pauvreté et après la distribution des parcelles à ceux dont les revenus ne permettent même pas d'obtenir de logements sociaux, la troisième action du gouvernement en faveur des plus défavorisés est constituée par le projet IMO, c'est-à-dire un projet d'emploi à haute intensité de main-d'œuvre. Il s'agit de construire des voies pavées dans les quartiers défavorisés de Djibouti et de Balbala et dans les régions. La construction des rues en pierre taillée touchera directement deux catégories de travailleurs, ceux chargés de la taille des pierres, ceux chargés de la pose des pierres, donc des ouvriers non spécialisés qui trouvent difficilement de l'emploi dans les grands projets de construction qui sont engagés. De très nombreuses petites entreprises artisanales dans la taille des pierres et des petits entrepreneurs de travaux seront chargés de ces réalisations. Dans un premier temps, ce type de projet n'est pas sur le plan uniquement financier rentable en comparaison avec ce qui consiste à faire réaliser des travaux par les entreprises fortement mécanisées. Mais il s'agit surtout de faire des transferts des revenus à des ouvriers
peu qualifiés. Aussi, ce type de travaux réduiront le chômage et permettront à ceux qui n'ont pas d'emploi de s'insérer aussi dans la vie économique du pays en progressant au niveau de leurs acquisitions techniques. Enfin, le quatrième projet qui caractérise le renforcement de la politique gouvernementale vers les plus démunis de nos concitoyens est celui qui va permettre une forte croissance du nombre des écoles et équipements scolaires dans les régions les plus défavorisées. Ainsi, même dans les endroits les plus reculés du pays et les quartiers les plus pauvres de la capitale, cet accroissement du nombre des écoles donnera les mêmes chances à tous les enfants de suivre une scolarité dans les meilleures conditions. Les élèves d'une classe ne seront plus obligés de partager des locaux avec des élèves d'une autre classe, faute de disposer d'un nombre de classes et d'écoles suffisant. Mesdames et Messieurs les députés, toutes ces actions en faveur des plus démunis nécessitent que des revenus et des financements soient dégagés à partir de l'activité économique du pays. Ceci impose, vous l'avez compris, des réformes pour améliorer la productivité et la rentabilité de notre économie. Ainsi, la réforme de l'administration fiscale et budgétaire d'abord, et ensuite globale pour tous les départements ministériels que j'ai évoqués dans mon discours, constitue un volet essentiel de la politique générale du gouvernement. Il faut engager ces réformes pour améliorer notre bonne gouvernance et pouvoir dégager des ressources pour effectuer des transferts envers les plus défavorisés. Il est primordial aujourd'hui de réformer notre vie économique, sociale et politique. Le gouvernement s'est lancé dans une grande politique de réforme parce que nous voulons que notre nation vive dans un pays moderne, en paix, où chaque Djiboutien peut s'épanouir. La transformation du paysage économique du pays est indiscutable et elle n'est pas exclusive à la ville de Djibouti. Il suffit de se rendre aujourd'hui à Tadjoura, au Goubet et demain à Obo ou à Lissabié pour en constater les effets sur l'activité économique avec les nouveaux ports, aéroports et les grands barrages. À Djibouti, la petite plage de Doralé est devenue un immense chantier de production industrielle et commerciale. Nouveaux ports toujours plus grands, nouvelles zones franches toujours plus grandes, production d'eau potable, développement des infrastructures de commerce et d'industrie privées ont complètement transformé sur des dizaines de kilomètres cette zone. Ceci devait forcément entraîner une redéfinition de l'espace urbain et une modernisation semblable des anciennes zones portuaires et franches, aujourd'hui mal placées et trop étriquées en plein centre-ville. Une autre affectation leur sera donnée dans l'objectif d'aménagement de la capitale en une plus grande métropole régionale. Il fallait donc engager une transformation de ces vieilles structures, mais ces transformations doivent se faire en tenant compte de la volonté du président de la République d'aller plus vite et de l'avant dans un esprit de concertation et de dialogue avec la société civile et tous les partenaires économiques. En effet, qu'ils soient petits ou grands, tous les acteurs économiques sociaux sont importants pour le gouvernement. Aussi, j'ai organisé cette concertation avec la Chambre de commerce, qui accroît de plus en plus son rôle de partenaire économique au service du développement. C'est donc dans un esprit commun de concertation et de dialogue que les meilleures solutions sont recherchées avec l'administration pour aboutir à l'objectif que le gouvernement recherche. Cette politique de concertation et de dialogue, si elle est plus systématique aujourd'hui, comme l'ont montré les assises de la fiscalité, n'est pas pour autant nouvelle. Elle a été utilisée avec succès lors du développement des droits de la femme en s'appuyant sur des responsables religieux, les élus locaux, les associations non gouvernementales
pour améliorer la situation sanitaire des femmes et des jeunes filles et l'établissement du Code du mariage. L'UNFD a joué un rôle fondamental dans cette concertation et dans la mise en œuvre de nouveaux droits des femmes. Nous constatons aujourd'hui que la protection des femmes et des jeunes filles contre d'anciennes pratiques et la marche vers l'égalité de droits entre les femmes et les hommes se font dans l'harmonie sociale. Le dialogue et la concertation ont aussi été utilisés avec succès pour régler le problème social des dockers qui traînaient en longueur. Je suis intervenu pour rassembler tous les partis concernés afin qu'aujourd'hui, eux aussi puissent obtenir une couverture sociale et des droits à la retraite conformément à la volonté politique du chef du gouvernement. C'est avec cette même volonté du chef de l'État que la couverture sociale pour tous a été créée avec la mise en place de l'assurance maladie universelle. Il en a été de même pour le règlement des problèmes de logement d'Arhiba où, aux côtés des autorités administratives et des bureaux de la main-d'œuvre du port, j'ai demandé aux responsables locaux, traditionnels et élus de participer. Cette concertation et cette participation de tous les acteurs ont été remarquables et ont permis d'aboutir à une solution raisonnable et acceptable par toutes les parties. Mesdames et Messieurs les députés, cette concertation et cette politique de dialogue, le gouvernement souhaite qu'elle puisse également se vérifier dans le cadre de la réforme politique de notre pays. À la fin de l'année dernière, des accords ont été signés entre le gouvernement et l'USN. Ces accords ont été essentiels pour renouer le dialogue entre l'opposition et le gouvernement et j'en rends hommage aux responsables qui ont pu les faire aboutir. Nous voyons aujourd'hui siéger dans cette enceinte les représentants de l'opposition aux côtés de ceux de la majorité. J'ai mené personnellement les discussions entre des hommes et des femmes de bonne volonté de part et d'autre qui se sont réunis à de nombreuses reprises et ont travaillé sur les différents points de cet accord. La plupart sont réglés, parfois au détriment de ceux qui souhaitaient le voir capoter. J'ai saisi cette occasion pour rappeler à tous ceux qui souhaiteraient parvenir au pouvoir en dehors du cadre légal institutionnel que leurs rêves des chaos sont voués à l'échec. Le gouvernement restera ferme contre tous les fauteurs de troubles qui prêchent la haine et veulent détourner des jeunes vers des affrontements. L'ordre sera strictement respecté et la protection des biens et des personnes assurée. C'est le premier devoir à faire respecter et conforter une république démocratique. Je rappelle également que le peuple djiboutien ne veut pas des retours en arrière et retrouver une époque où les orientations et les choix étaient faits par l'étranger. Les relations avec nos partenaires et amis doivent être basées sur la confiance et le respect mutuel. Il n'est plus possible de nos jours de concevoir des relations entre États indépendants basées sur le paternalisme politique ou sur que les journalistes qualifient dans le passé des précarés d'un État ou des relations de type France-Afrique. Toute sollicitation d'intervention dans la politique intérieure du pays émanant des partis politiques ou syndicats étrangers manipulés par certaines relations qui ont pour objectif de vouloir envenimer les relations amicales que nous entretenons avec toutes les nations indépendantes ne serviront pas la démocratie.
mais aujourd'hui le président de la République, initiateur et principal artisan de cet accord cadre entre le gouvernement et l'USN, veut parachever cette réforme politique le plus rapidement possible. Aussi, je propose que les 3 textes législatifs concernant le statut de l'opposition, les droits de l'opposition et à la commission électorale indépendante soient discutés au cours de cette session parlementaire. Ces textes ont déjà reçu l'accord de toutes les parties sur la majorité des points. Il faut maintenant parvenir à les finaliser. Une échéance électorale importante est prévue en 2016. La stabilité politique, facteur primordial du développement économique et social, ne peut souffrir d'aucune dérogation aux provisions des engagements de l'État qui doivent être strictement respectés. Je souhaite personnellement que l'Assemblée nationale, qui est le lieu de dialogue privilégié entre l'opposition et la majorité, travaille dans la plus grande sérénité sur l'adoption de ces textes. Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement maintient sa volonté de moderniser la vie économique et sociale et politique en agissant dans la plus grande concertation avec toutes les forces vives de la nation. Je demande à tous ceux qui sont de bonne volonté de participer à ces renouveaux, qu'ils soient députés soutenant l'opposition ou le gouvernement. Leur sens critique, s'il est constructif, est une richesse pour les pays. Nous devons tous faire barrage à ceux qui veulent délibérément nuire à certains de nos concitoyens, car ils nuisent à la nation tout entière. Sur ce point, le gouvernement restera vigilant. J'ai à plusieurs reprises aussi attiré votre attention, mesdames et messieurs les députés, sur la nécessité de se rapprocher de la base. Les contacts avec nos concitoyens doivent être plus fréquents. Vous êtes la courroie de transmission entre le peuple et le gouvernement. Votre travail sur le terrain est complémentaire à celui que vous accomplissez dans cette auguste Assemblée. Je vous encourage à le faire sans relâche et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Premier ministre.